Les informations des provinces, de l'Afrique et du monde, telles que vous ne l'avez jamais vécu auparavant, c'est l'actualité, à chaque heure, à toute heure. des informations instantanées. Vous avez raison de suivre Télé 50, bienvenue. Alors que les activités reprennent timidement à Beni, les ADF Nalou ont encore égorgé 14 personnes, cette fois-ci dans le village Maleki à l'ouest de Isha, en secteur de Benimbaou. On fera le point avec Martial Bendelo dans ce journal. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé la peine d'1 an de prison et de 300 000 € d'amende à laquelle Jean-Pierre Bemba avait été condamné en mars 2017 dans l'affaire subornation de témoins, ainsi que les peines prononcées à l'encontre de ses co-accusés. Accusé de vouloir tamponner volontairement une dame en plein centre-ville, Gabriel Mokia, politique et ancien candidat président de la République, a été transféré à la prison centrale de Makala ce mercredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au moins 36 personnes sont décédées à la suite des éboulements de terrain et des inondations causées par les pluies qui se sont abattues sur Kinshasa la nuit de ce lundi à mardi. Après les visites personnelles du chef de l'État sur place, les chefs du gouvernement, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a également tenu une réunion d'urgence pour évaluer la situation. Alerté par ses services à la suite des dégâts causés par la pluie du mardi matin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont visité les sites les plus touchés. Sur l'avenue Kianza, par exemple, le président de la République a constaté l'affaissement de l'asphalte sur cette principale artère qui relie les communes d'Engaba et Lemba. Des équipes de secours de l'OVD ont été instruites afin de rétablir la circulation sur cette voie dans le plus bref délai. Au quartier Livoulou, le président de la République et son épouse ont été très affectés par l'ampleur de la crévasse qui a englouti plusieurs maisons d'habitation non loin de la paroisse catholique Elimo Santo. Plusieurs personnes manquent à l'appel et d'autres encore contraintes d'abandonner leurs habitations menacées d'écroulement. Ayant pris la mesure de la situation, le président de la République a instruit les services du génie militaire ainsi que celles de l'OVD pour des travaux de sauvetage du site. Non loin de ce gouffre, les eaux des pluies ont englouti l'avenue de l'université et plusieurs maisons d'habitation. Là également, le chef de l'État a ordonné le début, dès ce mercredi matin, des travaux d'urgence pour sauver les maisons environnantes. Le génie militaire et l'OVD sont chargés de lui présenter, dans le meilleur délai, des études de faisabilité pour la réhabilitation de l'avenue de l'université coupée en deux sur près de 30 mètres. Quant à l'hôtel des villes, il poursuit les investigations afin de donner le bilan définitif de la pluie diluvienne de ce mardi. La visite du chef de l'État dans ce quartier populaire a été saluée par la population, massée le long de son passage pour saluer sa spontanéité et son pragmatisme dans les catastrophes et leur train de malheur. La parole du chef de l'État doit prendre corps. Voilà pourquoi le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni en urgence mardi dans la soirée le vice-premier ministre en charge du budget, le ministre d'État à l'urbanisme et habitat, le vice-ministre des Finances, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que le DG de l'OVD et le commandant du génie militaire. Objectif, apporter une réponse urgente aux dégâts matériels. Reprise timide des activités ce mercredi 27 novembre en ville de Beni après 6 jours de violence dus au massacre des civils dans la région. Des manifestations qui visiblement ne gênent pas les assassins. Ces derniers ont encore égorgé 14 personnes, cette fois-ci dans le village Maleki à l'ouest de Isha, en secteur de Benimbaou. Reportage de Martial Bendelo. La région de Beni est très loin d'arrêter à comptabiliser ses morts, victimes des actes terroristes dans la région. Ce mercredi 27 novembre, 14 autres personnes ont été tuées à coups de machette dans le village Maleki, à 8 km à l'ouest de Ouicha, chef-lieu du territoire de Beni.
Les victimes ont été la cible d'une nouvelle attaque meurtrière attribuée aux terroristes islamistes de l'ADF, rapportent les sources sécuritaires. Elles ont été surprises, les unes dans leur maison et les autres dans leurs champs respectifs, lorsque les assaillants les ont décapités à morceaux. Une énième tuerie qui porte à 100 morts le nombre de civils tués à seulement ce mois de novembre. À quand la fin de ces cycles infernales des violences à Béni s'inquiètent les forces vives locales. Une situation à la base des mouvements de population qui se déplacent nuit et jour vers les zones supposées sécurisées. Par ailleurs, en ville de Béni, les activités ont repris timidement ce mercredi après 6 jours de vives tensions suite au massacre des populations civiles dans la région. Mais seul le transport en commun a quasiment tourné. Les maisons de commerce sont restées fermées, pas d'école non plus, alors que certaines banques ont fonctionné en guichet fermé. Certainement pour servir des clients qui voudraient se procurer des moyens pour ravitailler leur famille après plusieurs jours sans activité. Le marché central des Kiloquois a accueilli du monde, mais pas comme d'habitude, de produits des premières nécessités, pour la plupart, étaient exposés sur les étalages. Les éléments des forces de l'ordre étaient positionnés dans les endroits les plus chauds au centre-ville pour parer à toute éventualité. Marcel Bédelo, Béni, Radio 50. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Krankonde, un peu plus loin, a eu une séance de travail ce mercredi avec les services aéroportuaires et les responsables de la compagnie privée d'aviation qui a connu un crash dimanche dernier. Objectif, trouver ensemble des voies et moyens pour partager les responsabilités et éviter le plus possible ce genre de drame dans l'avenir. La descente du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur commence à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu, où les corps des victimes du crash du 24 novembre dernier sont gardés. Deuxième étape de sa descente, c'est le lieu du crash de l'avion Bizibi, plus précisément au quartier Mapendo. Sous la conduite du gouverneur du Nord Kivu, Kalinzanzu Kasivita, Gilbert Kakonde constate les dégâts causés au sol. L'avion est tombé sur une maison d'habitation, ce qui a alourdi le nombre de morts, passé de 17 passagers à 29. La dernière étape, c'est la visite de réconfort aux blessés du crash. Le patron de l'Intérieur promet le soutien du gouvernement congolais pour compatir avec les victimes du crash. C'est un élan de solidarité. S'il y a quelque chose pour contribuer à ce qu'il soit pris en charge de manière convenable, nous allons tous y mettre. Dans la délégation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, quelques députés nationaux venus à Goma pour le même problème. Ils veulent voir clair dans cette affaire afin de partager les responsabilités. Nous sommes là, comme je vous ai dit au départ, c'est d'abord pour compatir avec les familles éprouvées. Deuxièmement, nous sommes là parce que nous devons se rassurer de ce que le gouvernement va faire par rapport à toutes ces familles-là. Nous devons savoir les causes du crash. Signalons que les enquêtes continuent pour déterminer les vraies causes de cet accident mortel. Clôture à Lubumbashi des assises de la 13e session de la commission permanente mixte régionale RDC-Zambie. La province du Tanganyika se félicite d'avoir gagné des résolutions importantes pour le problème frontalier dans les territoires de Moba. Au terme de ces travaux de 3 jours, les participants ont travaillé en carrefour pour trouver les pistes des solutions sur 3 thématiques, à savoir le secteur de la défense et de la sécurité, le secteur économique et le secteur socio-culturel qui caractérisent les rapports entre la RDC et la Zambie. La province du Tanganyika, qui a pris part active à cette manifestation par l'entremise de son gouverneur, Zoé Kabila Mwanzambala, a bénéficié des bonnes résolutions de ces forums grâce à l'expertise de tous les membres de la délégation ayant accompagné le gouverneur des provinces. Ces avantages sont notamment la réouverture imminente des frontières de Musosa et Musungwishi, séparant les territoires de Moba et les districts de Kaputa dans la province de Nobem en République de Zambie, le jeu d'un pont sur la rivière Musungwishi et la réhabilitation conjointe de la route reliant les deux pays entre Kaputa et Musosa. En vue de favoriser l'intégration régionale, la Commission a recommandé la réouverture de la frontière entre les provinces du Tanganyika de la République démocratique du Congo et de nord de la République de Zambie par la construction d'une route reliant les deux provinces et l'aménagement du pont sous la rivière Musungwishi détruit entre Musosa et Kaputa de manière à faciliter la bonne circulation des personnes et des biens.
La cérémonie a été sanctionnée par la signature du rapport final par les représentants des deux délégations, Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga pour la RDC, et Jeffen Mwakalombe, gouverneur de Copébelt pour la partie zambienne. Un échange des cadeaux entre délégations, les hymnes nationaux des deux pays, une photo souvenir et un cocktail au jardin de l'hôtel Pullman Grand Caravia ont marqué la clôture effective de ces assises. La 14e session se tiendra l'année prochaine à Ndola en Zambie et la date sera fixée par voie diplomatique. Ça faisait plus d'une semaine que Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo et Jean-Jacques Magenda attendaient cet arrêt. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé la peine d'1 an de prison et de 300 000 euros d'amende à laquelle Jean-Pierre Bemba avait été condamné en mars 2017 dans l'affaire de subornation des témoins, ainsi que les peines prononcées à l'encontre de ses co-accusés. Jean-Pierre Bemba, qui a passé 10 années en détention, a d'ores et déjà purgé cette peine d'1 an de prison. Placé sous mandat d'arrêt provisoire, Gabriel Mokia a été transféré ce mercredi à la prison centrale de Makala. Il avait, la veille, été entendu par un officier de la police judiciaire suite à l'invitation qui lui avait été communiquée le samedi 23 novembre dernier. Gabriel Mokia est poursuivi pour tentative de meurtre, un acte d'agression qu'il aurait commis sur une dame, Lissombo Posso, à l'aide de son véhicule. Parlons de l'Assemblée nationale où la commission PAJ a convoqué sa 3e plénière consacrée au dossier du groupe parlementaire AFDC allié. Saisi par le bureau de l'Assemblée nationale depuis le 21 novembre dernier, la commission procède à la distribution du document du travail aux élus des peuples sur la matière qui sera traitée dans 72 heures. Ce groupe parlementaire a 2 bureaux parallèles et les 2 bureaux se réclamant tous de l'AFDCA. C'est comme ça qu'on a envoyé ça à notre commission et aujourd'hui, nous avons distribué les documents relatifs et la plénière ou l'examen proprement dit sera convoqué dans les 72 heures les 72 heures ou les 72 heures qui suivent. S'agissant des commissions, nous avons mis à la disposition des honorables députés une fiche. Ils ont rempli le choix et nous sommes en train de finaliser avec le choix des honorables députés et soumettre la composition de nos 3 sous-commissions parce que nous avons retenu 3 sous-commissions, la sous-commission politique, la sous-commission administrative et la sous-commission juridique. Et les honorables députés se sont inscrits sur l'une ou l'autre sous-commission et nous sommes en train de faire le travail de rassemblage et nous allons communiquer la composition lors de la séance prochaine. Table ronde entre les lignes maritimes congolaises et la société chinoise Shandong. Le directeur général de l'MC, M. Jean-Marie Elessé, a reçu pour une séance de travail une délégation de la société chinoise conduite par sa présidente, Mme Wang Yizhengyi, qui a récemment été désignée comme agent maritime des lignes maritimes congolaises en République populaire de Chine, notamment dans les ports de Shanghai, Tianjin, Qiandong, Ningbi, Shenzhen et Guangzhou. Cette table ronde avait pour but principal la prospection des marchés entre la RDC et la Chine dans le secteur maritime, mais également la projection du lancement d'une ligne reliant par la mer la Chine au port de Matadi et Boma, en passant par le port de Mombasa et Dar es Salaam pour le compte de l'armateur national, les lignes maritimes congolaises. C'est vraiment une très très grande innovation parce qu'avant, les Congolais, leurs marchandises mettaient 3-4 mois pour quitter la Chine jusqu'ici, mais nous prendrons une ligne directe et qui va acheminer tous ces produits chinois vers le Congo et vice-versa. Et les produits congolais iront aussi vers la Chine à travers les lignes maritimes congolaises. Nous avions mis plus de 6 mois à mettre des stratégies en place. Maintenant que tout est prêt, nous allons le démarrer au mois de janvier. Un échange riche tant dans sa diversité que dans sa convivialité, synonyme d'un avenir radieux pour les lignes maritimes congolaises. Faire une business, mais c'est une business qui est congolaise. C'est-à-dire on veut créer une ligne avec M. DG LMC pour envoyer les marchandises de Chine à Congo. Avant, ce sont les sociétés de l'extérieur, on peut dire étrangères, qui est faire ce transport.
L'internat Notre-Dame de l'Espérance de Kindu, construit par l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila dans la ville de Kindu, sera bientôt réhabilité, du moins le compartiment ayant pris feu le dimanche dernier. À travers son ONG Initiative Plus, l'épouse de Joseph Kabila a dépêché une équipe sur place pour lancer la réfection des dortoirs touchés et disposer des kits scolaires pour permettre aux 80 filles internées de reprendre avec les cours. Ayant tout perdu dans le dortoir du lycée Notre-Dame de l'Espérance de Kindu, les élèves ont été obligés de rentrer dans leur domicile en attendant une solution. Une solution qui vient de l'ONG Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila, qui a dépêché une équipe sur place, question d'évaluer les dégâts. Au regard de la réalité qui a occasionné un arrêt des cours pendant 48 heures, Marie-Olive Lembe Kabila trouve le juste milieu. Plus d'un parent était en train de se poser la question comment reprendre encore cette dépense que nous avons faite. Nous sommes venus les chercher, nous constatons que Maman Olive nous a assistés et ne nous a pas abandonnés après l'incendie. Nous disons merci. Un don composé de matelas, kits scolaires, d'épargne et une enveloppe pour permettre la réhabilitation des locaux qui ont pris feu et aux filles de l'internat de reprendre les cours. Merci Maman Olive, parce que vous êtes une mère pour nous, un ange venu du ciel pour nous. Les élèves sont d'abord contentes, avec les parents, nous toutes, avec la sœur préfet. Merci beaucoup Maman Olive. C'est ce que vous avez fait pour nous. Vous avez réagi aussitôt parce que nous toutes nous étions tristes. Nos sacs étaient brûlés, nos habits. Nous toutes nous vous remercions. Merci beaucoup. En attendant la réhabilitation des dortoirs, la délégation de cette organisation sans but lucratif et le comité de gestion du lycée ont disposé 2 salles de classe non utilisées qui servira momentanément de dortoir. Un don qui permet à ce complexe, don de Marie-Olive Lembe Kabila, aux jeunes filles de Maniema, de poursuivre les études au grand bonheur des parents. Merci Maman Olive Lembe. Merci famille Kabila. Maman Léonie. Merci Maman Olive Lembe. La députée Régine Kinguzawata est allée au chevet des familles endeuillées par la terrible pluie de ce mardi. Élue de la circonscription de Mongafula et toujours proche de sa base, elle a ramené d'urgence un don des premières nécessités et pris en charge les frais d'hospitalisation. Dame de cœur est toujours à l'écoute de la base, Régine Kinguzawata, extrêmement peinée par les récents dégâts occasionnés par la pluie de la nuit de lundi à mardi et ayant causé plusieurs morts d'hommes à travers la ville de Kinshasa, s'est rendue urgemment sur les lieux pour constater de ses propres yeux la situation sur terrain. Dans sa circonscription, c'est la désolation. Une route capitale pour la ville a été coupée en 2 et des familles entières en ont payé le prix de leur vie. À Kindélé, où elle s'est rendue, des murs se sont effondrés, emportant avec eux les destins de plusieurs familles. Régine Kinguzawata a appelé le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que toutes les autorités compétentes à se pencher sur ce problème de société pour soulager tant soit peu la peine de ses électeurs au-delà de l'action urgente du chef de l'État pour la reconstruction de cette route. Mais déjà reconnue très sociale, Régine Kinguzawata a apporté dans sa gibecière des biens de première nécessité pour alléger la tâche à sa base. La députée provinciale a notamment pris en charge financièrement les blessés hospitalisés d'urgence dans les environs. La mission de supervision de la Banque mondiale a eu un échange de travail avec la ministre de la fonction publique ce mercredi. Au menu de leurs échanges, préparer le cadre de concertation avant la tenue de la prochaine rencontre du comité de pilotage sur les réformes de l'administration publique engagées dans le pays. La ministre de la fonction publique a souligné que ces efforts vont de pair avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui place le rajeunissement du personnel de l'administration publique parmi ses priorités. Placer les points sous les i pour identifier les différents défis à relever au sein de l'administration publique. Voilà la raison de cette énième rencontre entre la ministre de la fonction publique et la délégation de la mission de supervision de la Banque mondiale. Ce système intégré de la réforme selon Yolande et Bongo doit être renforcé pour aboutir à un résultat probant. Vous savez, la réforme porte jusque-là sur l'axe mise à la retraite,
qui doit être honorable. Il y a eu la première vague de retraités, il y a la deuxième vague qui est en cours et des questions vont être soulevées, notamment lors du comité de pilotage, pour savoir quel secteur finalement être appuyé avec la Banque mondiale, parce que les fonds sont disponibles. Au-delà de la volonté du gouvernement central qui se dit être prêt dans la réalisation de ce projet, la ministre croit également à l'appui de la Banque mondiale. Nous sommes en partenariat avec la Banque mondiale à travers le projet PRAP notamment. Le projet PRAP est là pour assurer la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Il est vrai que dans le cadre d'un bon partenariat, réfléchir ensemble autour de questions qui n'ont pas facilité la mise en œuvre effective de cette réforme. Et d'ailleurs, ça fait partie des points que nous avons échangés avec la délégation de la Banque. La ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo, a souligné que ces efforts vont de pair avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place les rajeunissements du personnel de l'administration publique parmi ses priorités. Série d'audience au ministère du Plan, Freddy Kita a tour à tour reçu l'ambassadeur de la Tunisie en République démocratique du Congo, le chef de projet à la coordination des partenaires de la MONUSCO et un Congolais de la diaspora. En voici les résumés. Le vice-ministre du Plan, Freddy Kita, s'est entretenu avec un Congolais de la diaspora vivant en France sur quelques projets d'investissement en République démocratique du Congo. Il m'a reçu, je suis satisfait pour ça. Bien avant, avec l'ambassadeur de la Tunisie en République démocratique du Congo, les échanges ont tourné sur la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le secteur de l'énergie. Alors, le groupe auquel on appartient s'appelle Tawassul et la société s'appelle Ayatcom. On est installé à Kinshasa depuis un peu plus de 2 ans. Nous sommes spécialisés, entre autres choses, donc, dans la construction d'infrastructures télécom. La coopération multilatérale entre la RDC et certains pays de l'Union africaine a également été au centre des discussions entre Freddy Kita et Michel Champredon, chef de projet à la coordination des partenaires de la MONUSCO. J'ai rencontré donc son Excellence, le vice-ministre du Plan, pour pouvoir établir une relation directe, personnelle et de travail sur les dossiers de la coopération internationale, puisque moi je suis chargé d'animer ce qu'on appelle le groupe de coordination des partenaires, le GCP. Au ministère de l'Aménagement du Territoire, les actions se multiplient pour renforcer le processus de la réforme territoriale. Le ministre Agé Aj Matembo a reçu en audience une délégation sud-coréenne venue proposer des solutions quant à la gestion et la transformation des déchets. Traiter autrement les déchets sans pour autant polluer l'environnement, un projet qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lancé il y a peu. Cette question a été au centre d'un entretien que le ministre de l'Aménagement du Territoire a eu avec la délégation de la société sud-coréenne DCM Technologies, conduite par Noël Tiani, directeur. Je conduis une délégation d'une compagnie coréenne qu'on appelle TSM Tech, qui fait des consultations avec les membres du gouvernement, mais également avec les autorités de la ville de Kinshasa. Cette entreprise a l'intention de créer en République démocratique du Congo une usine de traitement des déchets, des incinérés, de façon à ne pas causer donc un impact négatif sur l'environnement. Le patron de l'aménagement du territoire a pour sa part donné les fermes assurances à ses interlocuteurs quant à un éventuel partenariat. On serait dans de bonnes conditions. Par rapport à la dimension de cet investissement, je dois à mon niveau intéresser mon collègue de l'industrie qui gère principalement la question de la zone économique spéciale, concomitamment avec mon ministère, parce que c'est nous qui aménageons cet espace. Et je dois associer mon collègue de l'environnement. C'était aussi l'occasion pour cette entreprise coréenne d'évoquer également un autre projet de construction de 4 grands marchés publics modernes dans les différents districts de la ville-province de Kinshasa. Dans le cadre d'encourager l'enrichissement des jeunes Congolais, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a rendu visite au Front de promotion de l'industrie, un de ses partenaires privilégiés pour la réussite de cette mission. C'est dans les après-midi de ce mercredi que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, est venu visiter les installations du Fonds de promotion de l'industrie, accueilli par la direction générale chapeautée par Patrice Kitebi. En amont, correspondent ex post à ce qu'on voit sur le terrain. Après avoir fait le tour des différents bureaux et salles que compose
le FPI, le ministre Julien Paluku dit venir encourager le Fonds pour la promotion de l'industrie à continuer sa mission, qui est celle de créer la richesse. Je suis venu vous encourager parce que c'est grâce à vous que la République respire et que la République finalement vit. Parce que sans les agents et fonctionnaires de l'État, eh bien, il n'y a pas d'administration. Je suis venu également pour vous dire que le président de la République a doté ce pays d'une vision. La vision de voir au moins 20 millions de Congolais sortir de la pauvreté. Et chacun des membres du gouvernement a reçu mission de prendre sa part. Pour Julien Paluku, le Fonds pour la promotion de l'industrie doit fournir d'énormes efforts pour produire 20 millions de dollars, soit 37 milliards de francs congolais le mois. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a ouvert officiellement le bâtiment administratif de l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre de la vision des dirigeants de cet institut de la province du Haut-Katanga, celle de porter plus haut son étendard. Dans les sites de l'Institut supérieur du commerce Lubumbashi, une nouvelle bâtisse vient d'être inaugurée, fruit des efforts du comité de gestion dirigé par le professeur Armand Kabangé. L'ambition, c'est de faire de ce site un site où il fait beau vivre, où les étudiants accéderont à les meilleures conditions d'apprentissage, de formation et même de recherche. Une visite guidée de l'infrastructure a permis au ministre et à d'autres invités, dont le recteur de l'université de Lubumbashi, d'apprécier ce bâtiment d'un seul niveau, avec 26 bureaux déjà équipés. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a aussi palpé du doigt d'autres réalisations sur fonds propres de cet institut, dont 2 autres bâtiments encore en construction, ainsi que le bureau de section. Ici, à l'amphithéâtre, le ministre encourage les étudiants. Thomas Louaka n'a pas taré d'éloges en l'endroit de cette équipe, pris pour modèle en matière de viabilité des instituts supérieurs. Justement, ça nous permet de voir bonne foi, il y a les bonnes dispositions au comité de gestion, puisque le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens. Le gouvernement au niveau national, il faut faire des priorités. Et je pense que la priorité, c'est là où on voit que le comité de gestion a ses propres initiatives qu'il faut encourager. Parce qu'ailleurs, si vous envoyez, s'ils n'ont pas de vision, s'ils n'ont pas d'initiative, l'argent va disparaître. L'accompagnement du gouvernement central est donc attendu. Les prévisions budgétaires exercice 2020 s'élèvent à plus de 166 milliards de francs congolais. C'est le gouverneur intérimaire Jean-Julie Mwamolanda qui a déposé le projet à l'Assemblée provinciale de l'Équateur hier lundi. Un projet de budget qui sera débattu par les députés provinciaux avant son adoption. Il s'agit de 166 milliards 340 millions 288 313,7 francs congolais. Le projet portant prévision du budget a été proposé par le gouverneur intérimaire de l'Équateur sur le bureau de l'Assemblée provinciale, représenté par le député Claude Bouka, président de l'organe délibérant. En croire Jean-Claude Mbongo, ministre provincial du budget, le budget 2020 a subi un taux d'accroissement de 138,5%. Cet accroissement est dû aux charges transférées d'une manière spontanée à la province. Pousser la province à aller de l'avant. Et vous savez que dans ce budget, nous avons vraiment, nous sommes là pour les investissements. Nous sommes là pour travailler pour les routes, la réhabilitation, la construction des routes et des écoles. Voilà là où vraiment nous sommes axés pour que nous puissions aller de l'avant et la province doit décoller cette fois-ci. Dans ce budget, les recettes à caractère national se lèvent à près de 50 milliards de francs, transferts aux provinces et aux EDT 753 millions de francs congolais, charges transférées 103 milliards et puis le recette propre 4 milliards et le recette exceptionnel lié aux partenaires est évalué à 6 milliards de francs congolais. Finissons ce journal en réjouissance avec l'ISIPA qui a commémoré son 44e, allais-je dire, anniversaire de création. Plusieurs activités marquant cet anniversaire ont vécu dans différents sites.
Dans le cadre de la célébration du 44e anniversaire de l'ISIPA, le fondateur de cet alma mater, Martin Ikanda, en collaboration avec son comité de gestion, ont organisé des activités sportives et autres. D'abord, un match de football opposant l'équipe du journal télévisé Lingala Facile et celle de cet institut supérieur. Une rencontre soldée par un but à 0 en faveur de Lingala Facile. Lingala Facile, pour tournoi, il y a lundi. Sur le terrain IPG, d'autres activités ont eu lieu à Lizipa Mouchi, dans la commune de Lingwala, dans le combat de boxe et de taekwondo. Fondé en 1975 par l'ingénieur Martin Ikanda, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse fait de l'encadrement des jeunes son cheval de bataille. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Alors que les activités reprennent timidement à Béni, les ADF Nalou ont encore égorgé 14 personnes, cette fois-ci dans les villages Maleki, à l'ouest de l'Oïcha, en secteur de Benimbaou. Un bilan qui pourrait s'alourdir à la fin des recherches. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé la peine d'1 an de prison et de 300 000 € d'amende à laquelle Jean-Pierre Bemba avait été condamné en mars 2017 dans l'affaire de subornation des témoins, ainsi que les peines prononcées à l'encontre de ses co-accusés. Accusé de vouloir tamponner volontairement une dame en plein centre-ville, Gabriel Mokia, politique et ancien candidat président de la République, a été transféré à la prison centrale de Makala ce mercredi. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu sur www.tele50.net.